Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre de la Porte de Versailles sur le salon de l'agriculture de Paris. Alors, et si on partageait la valeur ajoutée des projets agrivoltaïques? C'est la question de cette émission et c'est une émission qui est importante pour moi parce que, on le sait, la recherche du modèle, c'est quand même ce qui fait débat aujourd'hui. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir André Bernard. Bonjour. André. Bonjour. Agriculteur avant tout, président de la Chambre d'agriculture régionale du Sud. PACA. Ouais, et agriculteur dans le Vaucluse. Et producteur sous serre photovoltaïque depuis maintenant 6 campagnes. Ouais, mais je ne suis pas certain qu'on puisse parler de serre. Alors, non, André, je finis les présentations. À vos côtés, Benjamin Tintignac. Bonjour Benjamin. Bonjour. Directeur général de la division Ouest d'Enoé. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Boyer, député des Hautes-Alpes. Bonjour. Alors vous savez qu'on va parler agrivoltaïsme, du modèle économique. C'est quoi ta vision du modèle économique, André? Puisqu'on se connaît, on va se tutoyer. Modèle économique de l'agrivoltaïsme, c'est d'abord, comme tu l'as dit, de protéger les cultures, parce qu'effectivement, on est face à un dérèglement climatique, à des incidents climatiques de plus en plus fréquents et violents. Donc l'agrivoltaïsme permet de protéger les cultures, soit par des ombrières, soit par des serres, et de réduire l'impact de la chaleur et éventuellement du gel aussi. Alors avec des filets, il y a plusieurs systèmes qui existent. Ça permet de se protéger, ça permet de produire bien sûr de l'énergie sur cette même parcelle, donc on combine bien production agricole, alimentaire et énergétique. Après, effectivement, maintenant, on a démontré que ça pouvait fonctionner, il faut qu'on rentre maintenant dans le partage de la valeur. Comment la valeur créée à partir de l'électricité peut être répartie de façon peut-être plus équitable entre les producteurs agricoles, l'énergéticien et le territoire. C'est tout le défi que nous avons relevé. Mais je suis relativement confiant. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on accélère le mouvement parce que le besoin d'énergie est de plus en plus fort. Et je crois qu'il est grand temps de passer à la vitesse surdémultipliée, que notre administration comprenne que les systèmes fonctionnent. Il y a des démonstrations qui sont faites aujourd'hui. Il y a encore à innover, il faut vérifier l'innovation. C'est pour ça qu'il faut y aller par séquence. Mais quand on est sur des modèles qui ont démontré leur efficacité, je pense qu'il faut qu'on soit capable de déployer rapidement et que la valeur créée, l'agriculture puisse en récupérer une partie. Ok, il faut la partager. On fait comment, André? C'est quoi le modèle? Si j'avais les 6 bons numéros loto, je ne serais pas là, je serais en vacances. Donc je n'ai pas la solution toute faite aujourd'hui. Par contre, nous nous employons en organisation agricole, le syndicalisme majoritaire, les chambres d'agriculture, France Agrivoltaïsme, les énergéticiens, les services de l'État à construire un système de règlement bien précis qui permette un partage équitable de la valeur entre les trois parties. Le propriétaire du sol, qui peut être l'exploitant ou non de la production agricole, l'exploitant agricole qui cultive sous les ombrières ou sous les serres, et l'énergéticien. Il y a des règles, sachant qu'aujourd'hui, un truc qui est déjà énorme, c'est que quand on est fermier sur une parcelle et qu'on installe un projet énergétique dessus, le bail devient caduc et après on passe à un système de commodat, ce qui veut dire que l'agriculteur exploitant, il est complètement sans aucune protection. Donc il faut bien qu'on travaille à une solution de sécuriser l'exploitant agricole tout en sécurisant l'énergéticien qui a fait l'investissement lourd et le propriétaire. Donc c'est tout ce travail-là que nous sommes en train de faire avec les différents services des ministères, nos services juridiques de chaque côté, pour essayer de construire le meilleur cadre juridique. Et après, il faut savoir jusqu'où on met le curseur pour que la valeur créée qui est importante, il y ait une juste répartition. Alors, justement, Benjamin, il faut les mettre où les curseurs? Comment vous voyez la chose? Alors nous, on le voit en fait à 3 niveaux différents. D'abord au niveau du projet. Alors là, on est en relation avec un propriétaire, un exploitant. Et la première partage de valeur peut-être qu'on va avoir va se faire autour de l'outil agricole. On va partager un outil agricole parce qu'on partage en fait une radiation solaire. Donc on a besoin de photosynthèse pour l'agriculteur et nous, on a besoin de radiation solaire pour produire de l'énergie. Le deuxième point sur lequel on va avoir à travailler va se faire autour du territoire. Et le troisième point se fera autour des filières. Concernant, pour en revenir au premier point,
Un des partages dont on va pouvoir discuter ensemble, évidemment, c'est le loyer. Le loyer qui doit être à majorité, évidemment, pour l'exploitant, parce que finalement, nous, on est en coactivité avec cet agriculteur. On a besoin de lui pour survivre. S'il n'est pas là, on ne pourra pas survivre pendant 30 ou 40 ans d'exploitation. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau des territoires, évidemment, il y a un reversement fiscal qui peut se faire. On en connaît déjà certains points. Apparemment, les futurs décrets qu'on attend vont nous amener peut-être une fiscalité nouvelle. Nous, à partir du moment où on a de la valeur, qu'on a créé de la valeur, on est prêt à la partager, vous vous doutez bien. Nous, alors, pour en revenir, et ensuite, on a divers moyens. Alors, le financement participatif, le fonds de dotation, le portage foncier pour amener des JA, et ensuite, le point qui pour nous est quand même le plus crucial, parce que là, on se marie, et on se marie pour un temps, évidemment, c'est le partage du capital de la société. C'est ça, puisqu'il peut y avoir une entrée au capital. Pascal Boyer, comment vous voyez la chose, vous, Alors moi, ce que je vois, en tant que député? Alors, moi déjà, je vois, c'est qu'on a un objectif d'atteindre une capacité d'énergie, de production d'énergie solaire de 100 gigas en 2050. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir accélérer fortement, parce qu'en France, on est quand même un petit peu en retard sur le sujet. Donc, toute production d'énergie solaire sera bonne à prendre. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans l'agrivoltaïsme, bien sûr qu'il faut produire comme tu l'as dit André, on se connaît aussi, donc on va se tutoyer. Pour protéger les récoltes, ça c'est extrêmement important. Mais je pense que ce qui est déjà important, c'est d'utiliser tout ce qui peut être utilisable sans avoir recours aux terres agricoles. C'est-à-dire, moi je pense surtout aux toits de bâtiments agricoles, aux toits communaux, et ce qui pourrait permettre aussi, et on sait très bien que dans ces toits, il y a beaucoup d'amiante, et ça coûte très cher de désamianter tous les endroits où il y a de l'amiante. Donc ça pourrait permettre déjà d'avoir une possibilité d'amortir ces coûts et ces surcoûts de désamiantage. On peut aussi utiliser des friches agricoles ou industrielles. Il y en a un certain nombre et c'est assez significatif. Dans les départements, on compte ça peut-être à plus de 500 hectares pour chaque département. Donc, ce qui permettrait d'avoir, si on le multiplie à l'échelle de 100 départements, ça pourrait déjà avoir une certaine quantité de terre qu'on pourrait utiliser, des friches, des anciennes friches agricoles qui ne sont plus utilisables, ou des friches industrielles, des carrières. Après, effectivement, une fois qu'on a utilisé tout ça, il va encore falloir produire de la capacité solaire, enfin de l'énergie solaire. Donc, il nous reste aussi la possibilité de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, mais à condition qu'on préserve la production de l'exploitant, et que ce système, ce concept garde la vocation alimentaire. La première vocation, c'est-à-dire produire sur le territoire des produits agricoles faut aussi avoir en tête ça, garder notre souveraineté alimentaire. Et ça, on a vu, avant d'avoir, on va dire, voté cette loi sur l'accélération des énergies renouvelables, on a vu quand même des projets qui ont émané de territoires. Moi, je sais que dans les Hautes-Alpes, des fois, je me baladais dans mes pommiers, dans mes vergers, et je me retrouvais avec des panneaux photovoltaïques, et on n'avait plus le verger ni le verger de pommiers. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait réguler et qu'il fallait réglementer. Mais ça s'est fait là maintenant. Alors c'est fait, pas encore. Le décret n'est pas encore sorti, puisque nous l'attendons avec une grande impatience. En mars, on peut espérer en mars qu'il sera... On peut espérer en mars. Bon, il y a eu aussi une consultation qui s'est terminée le 16 janvier. Donc, tout ça, eh bien, pour l'instant, c'est dans une moulinette, et on va avoir un décret qui va sortir. Ce décret, je pense que ça va satisfaire tout le monde, et justement, ça va satisfaire le fait qu'on ne pourra pas utiliser plus de 25% de la surface agricole de la parcelle.
Alors, normalement, là, c'est dans le projet. ouais, C'est dans le projet. on est plutôt à 40%. On va attendre aujourd'hui. la signature. C'est dans le projet de décret. On va attendre la signature du décret définitif. Visiblement, ça a l'air de convenir quand même à peu près à tout le monde. André, tu nous diras ce que tu en penses, bien évidemment. Et puis en ce qui concerne la répartition de la valeur, alors on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait une répartition de la valeur entre le propriétaire du foncier, mais aussi l'exploitant, et puis forcément l'énergéticien qui doit aussi retrouver son compte, bien évidemment dans tout ça. Merci d'avoir pris du recul en entonnoir pour arriver effectivement à cette question. Comment vous la répartissez, la valeur? Parce que vous êtes d'accord sur le fait de la partager, mais avec quel modèle aujourd'hui? De toute manière, dans une filière, si un des maillons décroche, il n'y a plus de filière. Donc il faut bien qu'on trouve la bonne répartition entre les trois intéressés dans cette opération, ou les deux, parce que quand le propriétaire est aussi exploitant, il n'y a que deux opérateurs. Et il y a encore bien des détails à affiner. Le taux de couverture fait débat, parce qu'avec du 20% dynamique, on peut faire du 90% ombré. Voilà. Il y avait du 40% fixe, on peut faire du 50% éclairé. Tout dépend comment on le calcule et comment on pilote les cultures dessous et quelle culture on fait dessous, sous la production. C'est clair que moi, pour faire de la fraise aujourd'hui précoce, je ne sais pas le faire avec les serres photovoltaïques pour l'instant. Peut-être qu'on va y arriver avec des nouveaux panneaux qui laissent passer plus la lumière, tous ces points-là sur lesquels on travaille. Par contre, les ombrières fixes pour certaines cultures que je ne connais pas, la partie élevage, je ne vois pas où est le problème d'avoir un taux à 35 ou 40%. Voilà. Et 20% de dynamique, parce que quand on prend l'axe pivotant, on couvre que 20%, mais si on suit le soleil, on couvre 80%. Donc, ce n'est pas forcément là l'objectif, c'est de vérifier la faisabilité du projet technique agricole dessous. André, ce que j'entends là, ce que tu me dis, on fait encore une discussion, un débat à la française. C'est-à-dire qu'on va vouloir se fixer un taux à 25 ou à 40, alors qu'il faudrait mieux pouvoir dialoguer et s'adapter à la culture. Oui, Benjamin. Juste un petit mot, parce que c'est vrai que nous, à la base, quand on est parti à développer de l'agrivoltaïque, on l'a développé dans un contexte. Vous avez raison, Madame la députée. À la base, en 2009, il y a 15 ans, quand on parlait de photovoltaïque, il était hors de question d'aller sur des terres agricoles. Hors de question. On a commencé à faire des toitures parce qu'on savait que c'était des surfaces qui étaient inutilisées. Ensuite, on est descendu sur des surfaces dégradées. On a travaillé ces surfaces dégradées pendant 5 ou 7 ans. Et à un moment donné, on s'est dit, 100 gigawatts à faire, que vous disiez, en 2050, 33% d'énergie renouvelable en 2030. On se fait taper sur les doigts par l'Europe parce qu'on ne respecte pas aujourd'hui nos critères. Comment on fait? On a commencé à discuter avec les agriculteurs, on a discuté avec les filières, on a discuté avec les chambres d'agriculture. Et finalement, on a eu un bon sens, on va dire, paysan. Je ne sais pas si les gens le prendront bien, mais en gros, on s'est dit, quelles sont vos problématiques techniques? Quelles sont nos problématiques techniques? Et comment on fait pour survivre, par exemple, sur de l'ovin? Et nous, on peut prendre un exemple concret. Ils nous ont dit, nous, on a besoin d'une interrangée de 7 ou 10 mètres en fonction de nos tracteurs pour pouvoir faire du fourrage. Vous allez mettre, nous, on a décidé de tout de suite partir sur du tracker et non pas du fixe pour pouvoir laisser l'agriculteur, quand il en a besoin, faire son fourrage. Et finalement, on l'a fait en bonne intelligence. Le pourcentage, au final, moi, il ne m'intéresse pas vraiment, finalement. Parce qu'on respectera ce qu'on nous dira. Mais je pense qu'en fait, il faut garder quand même une facilité de discussion entre nous pour pouvoir agir demain. Parce que le pourcentage, il va être vrai à un instant T, mais l'évolution technologique des panneaux va faire qu'on aura peut-être besoin de moins de surface. Exactement, exactement. Donc il ne faut pas focaliser là-dessus, c'est ça l'idée. Oui, je ne pense pas que ça soit le débat, mais j'ai peut-être tort. Allez-y. Donc, après, moi je pense que aussi ce qui est important, c'est qu'il y ait un dialogue autour d'un projet. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les parties prenantes se mettent autour de la table. Il faut aussi travailler avec les chambres d'agriculture, bien évidemment, les SAFER, enfin, toutes les institutions qui permettent d'avoir le bon projet au bon endroit. Parce qu'il faut, comme je pense que tout opérateur le souhaite, il faut qu'il y ait quand même un business, un modèle qui marche au niveau financier et que forcément, il faut que ça puisse
que l'investissement soit rentabilisé, bien évidemment. Mais je pense aussi que au niveau de l'exploitant, il faut aussi, lui aussi, il trouve son compte. Donc trouver son compte, ça veut dire que, il faut qu'il ait un revenu complémentaire. Alors, peut-être un revenu complémentaire avec le paiement du loyer, mais un revenu complémentaire aussi dans de l'autoconsommation. C'est-à-dire que quand on voit les coûts de production qui ont flambé, alors je ne parle pas des matières premières, mais je parle surtout des coûts énergétiques, si l'exploitant peut déjà retirer un bénéfice par rapport à la production qu'il va pouvoir faire sur sa parcelle, bien déjà, c'est un revenu complémentaire qui est quand même pas négligeable quand on voit les coûts qui ont flambé, notamment à l'automne 2022. Après, s'il y a une production supplémentaire, bien sûr, il peut aller l'injecter sur le réseau et la revendre. Mais déjà, c'est pour ça que l'idée de savoir si on met... Alors, c'est dans l'arrêté, ça serait 25% max. Donc, est-ce qu'il faut aller à 25% maximum? Est-ce qu'il faut aller au-delà, suivant le type de culture qu'on met en dessous des panneaux? Ça, effectivement, c'est des choses qui doivent se discuter. À un moment donné, il faut trancher, il faut mettre quelque chose aussi, parce qu'autrement, si on ne régule pas ou si on ne met pas quelque chose, ça peut... Puis parce qu'on en parle depuis des mois de ce décret, on discute, on discute et on ne produit pas. Après, comme je disais, il y a eu une consultation jusqu'au 16 janvier, donc tout le monde a pu s'exprimer. Bon, on atterrit sur du 25%. Mais voilà, est-ce que déjà dans le décret il y aura 25%? On n'en sait rien puisque c'est encore en projet. Ça se discute, ça peut encore se discuter jusqu'à la signature. Et donc voilà, c'est peut-être encore en discussion et c'est peut-être là encore qu'il faut aller donner nos avis. André Bernard, on discute trop, non? Je pense qu'on a assez discuté, maintenant il faut avancer. Si sous ce qui s'appelle de l'agrivoltaïsme, demain il n'y a pas de production agricole valable, ce n'est plus un projet agrivoltaïque, c'est du photovoltaïque pur. Ce n'est pas tout à fait la même catégorie. Et moi, je pousse pour que si on est dans ce qu'on appelle... Nous poussons au niveau de la profession agricole. Pour ce qui n'est... Si un projet agrivoltaïque ne permet plus de la production dessous, ou s'il n'y a plus un maintien de l'agriculture dessous, avec un délai de 2-3 ans, l'énergéticien, le porteur de projet, qu'il soit énergéticien ou agriculteur, n'a plus la rémunération de la production électrique, ça vient compléter le fonds assurantiel pour les calamités agricoles. Et comme ça réglera tous les problèmes. À 40%, je peux faire de la culture. À 20% avec du dynamique, je ne ferai pas de l'agriculture si je veux. Donc on peut trouver... Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la production agricole dessous et qu'on la vérifie. Et s'il n'y a plus de production, on sanctionne. Benjamin, intéressant ou pas? Oui, sanctionner, mais laisser de la liberté. Exactement. Et je crois qu'on se comprend là-dessus. Je pense que nous, on a deux objectifs principaux. C'est de travailler, à livre ouvert, c'est-à-dire de montrer ce que nous, on va créer comme valeur et de savoir comment on peut la répartir sur le territoire et la répartir d'une manière la plus hétérogène possible. L'exploitant a besoin de s'en sortir, la commune a besoin de s'en sortir, la communauté de communes ensuite, le département, les filières, comment on répartit cette valeur, c'est quand même compliqué. Et finalement, nous, on a vu dans l'article 93, je crois, de la loi, qui commence à émettre quelques idées, comme le reversement d'une partie du capital auprès des communes ou des EPCI. On parle aussi de fonds de dotation qui seraient à thématique biodiversité. Tout ça nous convient très bien. Nous, à partir du moment où, comme je le répète, on crée de la valeur, on est d'accord de la partager avec... Donc vous êtes prêts à partager, vous? Et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. André ou Pascal? À partir du moment... Ça marche, ça. À partir du moment où on crée de la valeur en plus, parce que si on amène du photovoltaïque sur une parcelle, on est censé créer de la valeur en plus. Donc il y a bien un partage équitable entre l'investisseur qui a apporté le projet, le propriétaire du sol et éventuellement l'exploitant. Donc pour moi, c'est juste trouver le bon endroit. Après, il y a quand même une chose, c'est que les structures qui produisent de l'énergie renouvelable, pardon, je cherche mes mots, sont taxées à l'IFER, l'impôt sur les énergies renouvelables. Chez moi, c'est tout petit, mais ça représente quand même 19 000 € par an que perçoivent les collectivités territoriales. Ma commune, mon EPCI, mon département. Je pense que là, il y a déjà... moi, je milite pour que cette recette-là serve de levier, et c'est un sujet dont on va parler, pour aller chercher la sécurisation en eau sur les territoires, en ayant ouvert la ligne du FEDER.
ce que la France ne fait pas. Donc il faut ouvrir le FEDER, Fonds de développement du territoire, et le cofinancement national peut être fait par l'IFER, qui est une recette nouvelle que va toucher la commune et le PCI, et avec ça, avec un peu de soutien de l'État qui met 10% dans le projet, on peut faire du développement de la sécurisation en eau sur les territoires sans que ça coûte à personne, parce que c'est une recette nouvelle qui est créée pour les communautés de communes et les départements. On va chercher du FEDER qui existe, il n'y a pas de raison que ça parte tout en Espagne ou ailleurs, donc il faut que ça revienne chez nous aussi, et avec ça on va avancer. Et là c'est déjà un partage de valeur. Après, le juste milieu, il ne sera pas le même d'un projet à un autre, mais il y a à travailler intelligemment. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On arrive au terme de cette émission. Au niveau de l'IFER, jusqu'à ce qu'on vote cette loi, l'IFER n'était réparti que sur le département et le PCI, et la communauté de communes à hauteur d'un certain pourcentage. Le projet de loi, on a réussi, et j'en fais partie, je fais partie des députés qui ont réussi à ouvrir l'IFER à la commune. Parce que c'est quand même extrêmement important qu'une partie de la valeur soit redistribuée à la commune. Pourquoi? Parce que ce sont quand même les habitants de la commune qui vont avoir l'inconvénient et puis le site d'exploitation. Et le site d'exploitation. Pour avoir travaillé sur le projet, sur le projet de loi, mais sur le dossier et justement sur l'avant-projet du projet de loi, sur la mission flash, voilà, je cherchais mon mot, excusez-moi moi aussi. Sur la mission flash, avant que le projet de loi soit examiné à l'Assemblée nationale, on s'était bien rendu compte, on a auditionné avec mes collègues co-rapporteurs, on a auditionné quand même pas mal de personnes, et on s'est rendu compte qu'il y avait une question d'acceptabilité aussi des projets. Et ça, c'est extrêmement important que la population puisse accepter les projets. Et on s'est rendu compte que si il y avait un partage de la valeur sur le projet, eh bien c'était quand même beaucoup plus accepté par les populations qui sont proches de tous ces sites d'exploitation. Et on est bien d'accord, Pascal, c'est pas pour renflouer les caisses des collectivités, c'est pas une histoire d'argent uniquement. Non, mais c'est normal aussi que et on le sait tous, monter un projet dans une commune, en général, le maire a toujours un petit peu quelques difficultés. Et pour porter le projet, donc là aussi, il y a des problèmes il y a à travailler sur la simplification de tous les montages de dossiers et toutes les études environnementales, et on en passe, et des meilleurs. Et en même temps, il y a aussi à faire accepter à sa population le projet qui va arriver sur la commune. Donc l'idée, c'était quand même de se dire que comme c'est quand même la commune et le maire qui est déjà le plus impacté par le montage de ce projet et par le site et par le montage et le portage du projet. Donc c'était quand même voilà, ça paraissait quand même assez intéressant que la commune récupère une certaine somme d'argent. L'IFER lui permet de récupérer 10% de la répartition de l'IFER. On a 10% qui revient à la commune. Pour moi, c'était pas assez, mais c'est déjà un début. C'est un début, et ce qui permet à la commune de pouvoir développer des projets qui vont bénéficier aux habitants de la commune. Bon, alors moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'argent qui arrive du soleil, là, et tout le monde en veut un peu, la commune, Est-ce que vous partagez cet avis ou pas, l'agriculteur et l'opérateur? Mais très court, parce qu'on a presque fini. Oui, à partir du moment où on capte du soleil, qu'on crée de la valeur, de nouvelles valeurs, il doit y avoir une juste répartition entre tous les opérateurs, que ce soit durable. Et même si ça sert à renflouer les caisses de la commune, des collectivités ou pas? Oui. Oui, alors, je ne sens pas très. Il y a quand même un point, il faut qu'on vérifie quand même par rapport à l'artificialisation hors ZAN. C'est-à-dire que toute infrastructure photovoltaïque, que ce soit des serres, des bâtiments ou des ombrières, ça ne rentre pas dans le compteur ZAN parce que sinon ça va plomber le développement de la commune. Et l'impôt foncier, quel est l'impôt foncier qu'on va appliquer à des infrastructures comme les ombrières? Les communes, elles en ont besoin de ces fonds.
Elles ne sont pas en train de renflouer leur caisse. Elles sont en train. Il y a une réglementation aujourd'hui qui fait qu'elles ont de plus besoin de fonds et donc elles sont ravies de nous recevoir. Vous avez raison, il y a une acceptabilité sociale que nous, on connaît depuis qu'on travaille dans les énergies renouvelables, auxquelles on s'est confronté depuis une quinzaine d'années sur d'autres secteurs d'énergie renouvelable. On l'a fait passer par des partages de valeurs comme le financement participatif qui fonctionne très très bien. Aujourd'hui, les reversements fiscaux, on a aussi la CFE, la CVAE, qui va participer à l'IFER évidemment. Et donc... Bon, non, mais nous sommes arrivés au terme de l'émission, donc je comprends bien. Partageons, mais avançons. Hein. Globalement, c'est ça l'idée. Hein. On sera tous d'accord. Oui, on est tous d'accord. Bon, alors très bien. Merci Madame la députée d'être venue ici. Merci André Bernard. Merci. Et puis merci Benjamin Tintignac. Voilà. Et puis surtout, merci à vous.